Très bien, Alexander. Parlons de ce qui se passe avec le projet Ukraine et des déclarations du président russe Vladimir Poutine sur la saisie de navires du collectif occidental. Si le collectif occidental continue à saisir des pétroliers de la flotte fantôme russe, qui sont simplement des pétroliers non assurés par Lloyd's de Londres, rien de plus, et s'il continue à le faire, alors la Russie commencera à imiter les actions du collectif occidental. Autrement dit, elle commencera elle aussi à saisir des pétroliers du collectif occidental, des pétroliers assurés par Lloyd's de Londres, n'est-ce pas? Les pétroliers assurés par Lloyd's de Londres sont les pétroliers du collectif occidental. Ceux qui ne sont pas assurés par Lloyd's de Londres sont les pétroliers de la flotte fantôme russe, comme ils l'appellent. Une menace en l'air de la part de Poutine. Un avertissement sérieux? Une véritable ligne rouge. Qu'en pensez-vous? Je ne pense pas que ce soit une déclaration, un avertissement ou une ligne rouge. Si vous lisez réellement le compte-rendu du Kremlin, si vous lisez ce que Poutine lui-même a dit, si vous lisez ce qu'a dit le commandant de la flotte du Pacifique, l'amiral Lina, lorsqu'il s'est adressé à Poutine, il existe désormais un ordre opérationnel. Autrement dit, la marine russe a déjà reçu l'ordre de faire cela. C'est donc maintenant la politique russe, la politique navale et militaire russe. Et je comprends que cela a en gros été transmis à toutes les flottes navales. L'amiral Lina a expliqué comment ses forces dans le Pacifique se préparaient à tout cela, comment elles suivaient les navires occidentaux depuis avril, entre avril et août. Elles ont une idée précise des navires de quel pays qui ont navigué près des eaux territoriales russes. Et apparemment, ils sont prêts sur place. Vous savez, si vous voulez, ils sont prêts à passer à l'action. Donc je pense que ce serait une erreur de voir cela comme un avertissement. À mon avis, nous avons dépassé le stade des avertissements. Et le sujet est en discussion. Je pense qu'il est discuté en Russie depuis plusieurs mois. Car encore une fois, ils suivent des navires commerciaux occidentaux, apparemment depuis avril. Et cela laisse penser à une préparation détaillée. Il y a eu une série de réunions à Saint-Pétersbourg en juillet auxquelles Poutine a assisté, ainsi que d'autres hauts responsables militaires. Des personnes qui ne faisaient pas seulement partie de la marine y ont également assisté. Et il m'était alors évident que quelque chose se préparait, parce que le Kremlin ne fournissait pas de compte-rendu complet de toutes les discussions. Je pense donc que nous devons prendre cela au sérieux, tout comme nous devons prendre au sérieux les diverses autres actions que les Russes mènent ailleurs. Je veux dire, nous avons assisté à des escalades majeures en Ukraine, avec le blocus de la côte criméenne sur la mer Noire, l'intensification des attaques contre Kiev même, et toutes sortes de choses qui commencent à se produire. Les Russes sont désormais engagés dans une dynamique d'escalade majeure. Et cela vise directement l'Occident. Autrement dit, cela va au-delà du ciblage d'actifs occidentaux à l'intérieur de l'Ukraine. Ils commencent maintenant à prendre des mesures, ou à menacer d'en prendre, ou à envisager d'en prendre contre la navigation occidentale en haute mer, partout dans le monde. Et pour les Européens en particulier, c'est un problème majeur, parce que leurs marines n'ont pratiquement pas la capacité d'intervenir dans le Pacifique contre la marine russe présente là-bas. Est-ce pour ça que le Royaume-Uni panique? Selon un article du Times, l'armée britannique essaierait de joindre Gerasimov et l'armée russe, mais personne ne répond à leurs appels, par crainte d'une escalade. Tout à coup, le Royaume-Uni craint une escalade. C'est exactement pour ça qu'ils paniquent. C'est exactement pour ça qu'ils sont extrêmement inquiets, parce qu'ils n'auraient jamais pensé que ça arriverait. Je ne sais pas pourquoi ils n'auraient jamais pensé que ça arriverait, mais ils ne l'avaient jamais envisagé. Probablement pour les raisons que vous évoquez, émission après émission,
Les Russes, vous savez, sont restés en retrait, ont laissé ce genre de choses se produire, ont protesté, et tout ça. Et les Britanniques, les Français, les Suédois. Au fond, ce sont essentiellement ces trois pays qui ont fait ça. La plupart des autres pays européens ne faisaient pas cela. Mais les Britanniques, les Français, certains ont participé. Tous ont participé. Tous ont apporté leur aide. Ils ont tous été très actifs pour aider les Ukrainiens à mener des attaques en Méditerranée, par exemple. Si vous connaissez quoi que ce soit à la Méditerranée et à son fonctionnement, et au fait que la Méditerranée est un lac de l'OTAN, vous sauriez que les opérations ukrainiennes contre des navires russes impliqués dans le commerce maritime avec la Russie n'ont pas pu avoir lieu sans la participation de tous les États riverains de l'OTAN, l'Espagne, la France, l'Italie, la Grèce. Spain, France, Italy, Greece, Malta as well, by the way, no doubt about it, it's all in my mind. Malte aussi d'ailleurs, sans aucun doute. Tout est dans ma tête. Mais la saisie effective de navires n'a pas été menée par la plupart des pays européens de l'OTAN, pour une raison très simple. Une raison très simple. Seuls 2 pays européens de l'OTAN disposent d'une flotte, la France et la Grande-Bretagne. L'Espagne a une flotte, l'Italie a une flotte, mais elles sont essentiellement limitées à la Méditerranée. Et les navires marchands qu'ils essayent de saisir, les pétroliers et ce genre de choses, voyagent essentiellement vers la Baltique ou en passant par l'Arctique. Ils naviguent donc dans ce type d'eau. Et les Suédois auraient évidemment pu se voir confier la mission de saisir des navires en mer Baltique, eux aussi. In the Baltic Sea as well. Now, as I said, they face this thing and they did not. Alors, comme je l'ai dit, ils sont confrontés à cela et ils ne s'y attendaient pas. Parce que la Royal Navy, soyons clairs, n'est pas en mesure de protéger la navigation britannique dans le Pacifique. Il y a eu un long article, et ce n'est pas une coïncidence d'ailleurs, écrit par un ancien capitaine de la marine britannique dans le Daily Telegraph. Il y affirme que désormais, même dans les eaux territoriales britanniques, la marine britannique, la Royal Navy, est dépassée par la marine russe. Les Britanniques n'ont apparemment pas de frégates aussi puissantes que les frégates navales russes qui opèrent dans cette zone, en escortant des navires russes. Et bien sûr, les Russes disposent d'une flotte, la flotte du Nord, qui opère dans l'Arctique et en mer du Nord. Et ils ont aussi la flotte de la Baltique. Mais ils disposent également d'une flotte importante dans le Pacifique, ce que les Britanniques et les Français n'ont pas. Et les Britanniques comme les Français n'ont pas les moyens de faire ça. Et vous avez mentionné Lloyd's. Ceux qui vont absolument paniquer à cause de ça, ce sera Lloyd's. Parce que bien sûr, si des navires assurés par Lloyd's commencent à être saisis, Lloyd's va subir une pression énorme. Ils invoqueront la force majeure, inévitablement, et probablement à juste titre. Ils diront que ces navires, vous savez, ne sont pas couverts par les polices d'assurance, parce que cela va au-delà de... Eh bien, la force majeure annule en substance les obligations légales, et les actes de guerre sont bien connus pour déclencher un cas de force majeure. Mais évidemment, si cela se produit, les gens commenceront à se demander partout dans le monde à quoi bon s'assurer auprès de Lloyd's. D'autant que c'est un endroit assez coûteux pour assurer des navires. Il existe ailleurs dans le monde des alternatives moins chères. Je veux dire, Lloyd's propose un service sur mesure, de très grande qualité. Mais si des navires commencent à être saisis et que ce service devient caduc, à quoi bon? C'est donc pour toutes ces raisons que les Britanniques paniquent. Et c'est pourquoi ils essayent maintenant d'entrer en contact avec Gerasimov et les Russes. Et comme vous le dites tout à fait justement, c'est pour ça que les Russes refusent de répondre. Et bien sûr, à cela s'ajoute une réunion assez mystérieuse, il y a quelques semaines, en juillet, à Vienne, entre d'anciens diplomates britanniques et une personne qui avait auparavant eu des liens
avec le Kremlin. Cette réunion, semble-t-il, ne s'est pas très bien passée non plus. Et je me demande si les Russes ont adressé des avertissements en privé aux Européens pour leur dire que cela arrive. Et si les Britanniques, les Français, tous les autres, paniquent, nous en savons davantage sur les Britanniques. Macron, qui est le plus obstiné de tous les dirigeants européens, nous ne savons pas ce qu'il a fait. Mais les Britanniques, eux, sont très très alarmés par tout cela. Oui, pas de chance, Lloyd. La malédiction de Zelensky. Bref, les Russes ont aussi des sous-marins. Oui, C'est ça. les Russes possèdent la force sous-marine la plus puissante au monde, après celle des États-Unis. Les États-Unis ont de très loin la plus grande et la plus puissante force de sous-marins nucléaires au monde. Mais les Russes sont deuxièmes, vous savez, en nombre de sous-marins. Loin derrière, mais tout de même deuxième. Et selon certaines sources, leurs sous-marins, leurs modèles les plus modernes, sont les meilleurs. Ils seraient même plus avancés que les sous-marins américains, parce que les sous-marins américains ont, pour l'essentiel, été conçus pendant la guerre froide, tandis que les Russes sont plus récents. Je ne dis donc pas que les Américains ne sont pas technologiquement capables de produire de meilleurs sous-marins que les Russes, ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne veux pas entrer dans ces considérations. Mais à l'heure actuelle, à ce moment précis, les Russes disposent d'une flotte sous-marine très, très redoutable, que même les Américains ne peuvent pas ignorer. Voilà peut-être la grande question, Marc. Que font les Américains dans cette situation? Mais enfin, je te laisse la parole. Que font-ils? Parce que sans les États-Unis, les Européens sont foutus. Et dès que le premier navire sera saisi, ou touché, ou quoi que ce soit, les Européens vont se mettre à geindre et à pleurer auprès des États-Unis. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Et Macron va appeler Trump. Il va essayer de l'amadouer, de le flatter, de se plaindre auprès de lui et de pleurer auprès de lui à propos des méchants Russes. Oui, exactement. Et c'est exactement ce qu'il dit. Et les néoconservateurs vont faire pression sur Trump. Absolument, oui. Oui. Enfin, je pense qu'il faut redire ce point. Les Européens tiennent un discours très offensif et agressif quand il s'agit des Russes. Mais sans les Américains, ils ne sont rien. C'est aussi simple que ça. C'est vrai pour le déploiement de soldats européens de maintien de la paix en Ukraine. Cela ne peut être viable que s'il y a ce que Kirsten appelait autrefois un filet de sécurité américain. C'est vrai aussi pour la guerre des drones. Les Européens aident les Ukrainiens à produire des drones en masse. Mais, là encore, sans les Américains, ces drones ne peuvent pas être utilisés parce que le ciblage et les données viennent des satellites américains et de technologies propriétaires américaines. C'est vrai pour les frappes de missiles à l'intérieur de la Russie, parce que là encore, même les missiles européens, comme le Storm Shadow et le Taurus, dépendent de technologies américaines. Et bien sûr, en ce qui concerne les navires et les flottes, les Européens sont présents dans leurs propres eaux. Mais le seul pays au monde à disposer d'une marine océanique présente dans toutes les régions du globe, ce sont les États-Unis. Tout ce que font les Européens ne peut fonctionner que si les Américains sont là pour les soutenir. Et l'une des raisons pour lesquelles les Européens continuent de faire ces choses, c'est que les Américains eux-mêmes ne viennent jamais fixer de lignes rouges et dire « Vous pouvez faire ceci, mais vous ne pouvez pas faire cela ». Et les Européens espèrent toujours qu'en étant aussi agressifs qu'ils le sont, ils parviendront à entraîner les Américains. La grande question maintenant, c'est, les Américains vont-ils se laisser entraîner? Je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Je pense que les Américains ne voudront pas se laisser entraîner. Ils n'ont pas saisi de navires russes. En fait, ils ont évité de le faire. Ils n'ont pas participé à ce harcèlement de la flotte fantôme russe.
Je pense qu'ils ne veulent pas davantage d'ingérence dans le commerce mondial du pétrole. Mais au-delà de cela, la marine américaine elle-même est très sollicitée en ce moment. Elle est confrontée à un conflit majeur dans le golfe Persique, qui n'est pas résolu. Et les Américains s'inquiètent du renforcement naval de la Chine. La dernière chose qu'ils souhaiteraient, à mon avis, je parle maintenant des amiraux, ce serait de poursuivre des navires de guerre russes dans le Pacifique et de jouer au chat et à la souris avec les Russes autour des saisies de navires de transport maritime européens. C'est un problème dans lequel les Européens se sont eux-mêmes engagés. Je pense donc que les Américains ne seront pas désireux de s'impliquer. Et quand je dis les Américains, je parle de la marine et du Pentagone. Les néoconservateurs et les gens des agences de renseignement, eux, bien sûr, c'est tout autre chose. Mais j'ai le sentiment que dans ce type précis de crise, les Américains, comme je l'ai dit, ne voudront pas être impliqués. Je pense qu'au final, ils voudront y mettre un terme. Oui, je ne pense pas qu'ils puissent s'impliquer. Comme vous l'avez dit, ils sont déjà beaucoup trop sollicités, et tout le monde le voit bien. On entend parler du Lincoln et des problèmes qu'il rencontre, du fait que des marins restent 9 mois en mer et qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils doivent être relevés, mais qu'il n'y a personne pour les remplacer. Donc je pense que l'US Navy recommandera très clairement à Trump, quand les Européens viendront se plaindre, de laisser tomber, de partir et de ne pas s'en mêler. Qu'est-ce que cela voudrait dire pour les Européens? Et si Poutine ne va pas jusqu'au bout? Et si les Européens, et je suis convaincu que l'OTAN, sans les États-Unis ainsi que les Européens, vont absolument tester cette ligne rouge. Je vais appeler ça une ligne rouge, Alexander. Je sais que c'est une politique, ou peu importe, mais je vais appeler ça une ligne rouge. C'est une politique, désormais. Donc sans aucun doute, à mon avis, c'est une ligne rouge officiellement établie. C'est la politique russe. Mais, si les Européens disent, vous savez quoi? Poutine bluffe. Testons ça. Saisissons un navire russe, un pétrolier russe de la flotte fantôme. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de la flotte fantôme russe que c'est forcément un navire russe. La flotte fantôme, saisissons-le. Oui, je pense que les Russes vont saisir. Ils vont faire du miroir. Ils vont saisir un navire occidental. Je n'en doute pas un instant. Encore une fois, il suffit de regarder le compte-rendu. C'est absolument clair. La décision de le faire a été largement discutée, puis prise. La marine russe, semble-t-il, y poussait, parce que cela lui est favorable. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, historiquement, la marine russe a toujours été un peu la force délaissée. La Russie est un pays où les forces terrestres, l'armée de l'air, les forces de missiles, toutes ces forces ont généralement reçu la priorité dans le budget de défense russe. Maintenant, la marine peut dire, regardez, nous avons ce rôle très important. Nous sommes là pour protéger la navigation marchande. Nous avons besoin d'une flotte équilibrée. Nous devons être capables d'envoyer des navires partout dans le monde. En fait, je ne fais pas de suppositions, parce que lors des discussions en juillet, c'est exactement ce qu'ils disaient. Donc ils veulent faire cela. Je pense que les armateurs russes et bon nombre des navires qui battent pavillon de complaisance appartiennent à des armateurs russes, vont l'exiger. Les assureurs russes aussi. Et les assureurs russes couvrent désormais beaucoup de ces navires, beaucoup des navires auxquels ils fournissent une couverture d'assurance. Je ne doute pas un instant que les Russes vont le faire. Les comptes rendus du Kremlin ne laissent aucune ambiguïté. À ce stade, il y a une crise. À ce stade, je pense que les Américains interviennent. À ce stade, les deux navires, celui que l'Ouest a saisi et celui que les Russes ont saisi, sont libérés. Les cargaisons russes sont rendues aux Russes
parce que c'était l'unique provocation du 21e paquet de sanctions. D'ailleurs, les commandants de la marine russe y sont tous opposés. Ils invoquent le fait que l'Union européenne donne l'autorité de saisir et de confisquer des cargaisons sans les rendre à leurs propriétaires légitimes, qu'il s'agisse des Russes ou de leurs clients finaux. Donc, les cargaisons seront restituées. Et je pense qu'à ce moment-là, les Européens seront extrêmement furieux et très humiliés. Et on aura de nouveau les récits habituels sur Trump qui serait, vous savez, dans le lit de Poutine et tout le reste. Mais je pense que c'est là qu'on va, parce que je suis d'accord avec vous. Les Européens, peut-être pas tant les Britanniques, qui sont très nerveux à ce sujet. Et il y a des raisons de penser qu'Andy Burnham, le nouveau Premier ministre, ne veut pas entrer dans une crise avec les Russes. Mais Macron et les Suédois, je pense qu'ils vont certainement essayer de tester cela, et nous verrons comment ils s'y prennent. Oui, sans aucun doute, les Français et les Suédois vont tester cela. Et l'État profond britannique va le tester aussi. Peut-être que Burnham ne veut pas, à ce stade, se retrouver dans une crise, étant donné qu'il est assez récent au poste de Premier ministre. Mais l'État profond ne va pas le laisser s'en tirer comme ça. Les services de renseignement, mais je devrais dire la Royal Navy, je pense, seront très très mécontents. L'État profond, pas la Royal Navy. Oui, comme les acteurs habituels. L'acteur habituel. Ils vont vouloir faire avancer ça. Oui. Comme vous les appelez, à juste titre. Je veux dire, Burnham va avoir du mal à essayer de faire changer de cap Starmer, Boris Johnson, Sunak et tous ces gens-là. Absolument. S'il veut sincèrement changer de cap, ça va être extrêmement difficile pour lui. Eh bien, pour l'instant, il ne montre aucun signe de changement de cap. Il y a quelques petits indices ici et là, mais ce ne sont que des indices. Oui. Et sans aucun doute, si nous avons perçu ces petits indices de la part de Burnham, l'État profond les a très certainement perçus aussi. Mais quoi qu'il en soit, les Russes ont la capacité de mettre à genoux de nombreuses économies européennes s'ils s'en prennent au transport maritime. Je pense to Grèce à Chypre, Aled. Je veux dire, s'ils commencent vraiment à serrer la vis à Lloyd's et au transport maritime en Europe, ils vont gravement nuire à de nombreuses économies de l'Union européenne. Et cela va mettre Bruxelles sous pression, ainsi que l'Europe, l'Union européenne en général. Je me demande aussi si la frappe massive de drones contre le port russe de Novorossiysk était un message de l'OTAN, de l'Occident collectif et des États-Unis à la Russie. N'allez surtout pas de l'avant avec cette politique. Si vous le faites, nous continuerons d'essayer d'écraser vos flottes. C'est une affaire fascinante. Cette attaque contre Novorossiysk est très très intéressante parce que cela fait maintenant plusieurs semaines, et pas seulement depuis la semaine dernière, avec cet appel présumé de Vance à Zelensky, que nous entendons dire que les États-Unis demandent aux Ukrainiens d'arrêter d'attaquer Novorossiysk. C'est là qu'aboutit le terminal du consortium pétrolier de la mer Caspienne. C'est par Novorossiysk que le pétrole kazakh était exporté vers l'ouest. Tout ce pétrole venant du Kazakhstan est désormais détourné par des oléoducs, soit directement vers la Chine, soit via la Russie, vers la Chine d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, ces récits circulent. Et il y a quelques jours, on rapportait que les Ukrainiens avaient dit aux Américains qu'ils cesseraient d'attaquer les pétroliers à Novorossiysk. Et puis, juste après, on a cette énorme attaque de drones sur Novorossiysk, avec des centaines de drones utilisés. Apparemment, c'était massif. Et comme nous l'avons dit,
émission après émission après émission, sans coordination de l'OTAN, sans l'aide des États-Unis, des attaques comme celle-ci contre Novorossiysk ne pourraient pas avoir lieu. Alors voilà ce que je pense que c'est. Je pense que c'est clairement un jeu auquel l'OTAN se livre encore une fois. Des récits circulent sur des dissensions entre les Américains et les Ukrainiens. Je pense que cela vise en partie à tromper les compagnies pétrolières américaines, Chevron par exemple, qui perdent de l'argent à cause de tout cela. Et je pense que cela vise aussi à tromper les Russes, à les mettre en confiance, à leur faire penser que Novorossiysk ne sera pas attaqué afin qu'ils relâchent leur défense aérienne. Une grande partie de la flotte russe de la mer Noire est basée à Novorossiysk. Donc, une attaque majeure de drones contre Novorossiysk aurait pour but d'infliger des dégâts considérables aux actifs économiques russes, notamment aux terminaux pétroliers. Car soyons clairs, même si les Ukrainiens n'attaquent pas les pétroliers, aucun pétrolier ne va se rendre à Novorossiysk tant que la ville fait l'objet de ce genre d'attaque de drones. Il s'agirait donc d'attaquer les actifs économiques russes, mais aussi de causer des dommages majeurs à la flotte russe de la mer Noire. Or, cette vaste attaque, cette attaque massive de drones qui a eu lieu, aurait échoué selon la plupart des informations. Les défenses aériennes russes étaient prêtes. Autrement dit, les Russes n'avaient pas relâché leur vigilance. Je pense qu'on a largement dépassé le stade où les Russes croient encore tous ces rapports et récits qui paraissent dans les médias au sujet de dissensions et de disputes entre les Américains et les Ukrainiens. Et il semble qu'un très très grand nombre de drones aient été lancés contre Novorossiysk. Pratiquement tous ont été abattus. Le port et les installations ont subi des dégâts superficiels et la flotte de la mer Noire n'a subi aucun dommage. L'attaque a donc été un échec. Mais c'est le signe que certaines personnes au sein des agences de renseignement américaines, de l'État profond, sont plus intransigeantes que jamais. Je doute que ce soit un avertissement lié à la question des navires. Je pense que cela fait partie de l'offensive globale de drones. Et il est important de se rappeler qu'il s'agit d'une opération conjointe américano-ukrainienne, dans laquelle beaucoup de personnes aux États-Unis sont très, très profondément impliquées. Je me demande comment Poutine va riposter, comment la Russie va riposter, si elle le fait, à tout ça. Eh bien, ils ont riposté. Enfin, ils ont contre-attaqué. Ils s'en prennent désormais à des actifs économiques et militaires américains à l'intérieur même de l'Ukraine. À Kiev, il y a une nouvelle attaque massive de drones contre Kiev. Je pense qu'il faut dire une chose. Bien sûr, les gens qui fabriquent les drones et qui sont payés pour les fabriquer sont très heureux lorsque des centaines et des centaines et des centaines de drones sont lancés contre ces cibles, même s'ils sont abattus, parce que bien sûr, cela n'affecte pas leur flux d'argent. Mais c'est une opération extrêmement coûteuse. Cette offensive de drones coûte très cher, entre 50 000 et 60 000 $ par drone. Certains disent davantage, jusqu'à 100 000 $ par drone. Des drones abattus en très grand nombre, sans rien accomplir. Dans l'ensemble, de l'argent est jeté par les fenêtres dans cette offensive de drones, qui obtient très peu de résultats. Je le dis simplement, cela rend les mondialistes très riches. Cela rend le complexe militaro-industriel très riche. Cela rend les mondialistes très riches. Et cela leur convient parfaitement, tant qu'ils peuvent prendre cet argent aux gens, aux citoyens de leurs pays respectifs. Cela leur convient tout à fait, et c'est exactement ce qu'ils font. Et la plupart des citoyens, dans la plupart des pays, ne s'y opposeront jamais. Ils n'ont même aucune idée que cela leur est fait. Non, absolument pas. Très peu de gens comprennent l'économie de tout ça. Cette offensive de drones coûterait, soi-disant, bien plus d'1 milliard de dollars par mois.
Et je pense d'ailleurs que c'est une sous-estimation pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne vais pas entrer. Mais, brièvement, si je pense que c'est sous-estimé, c'est parce qu'on ne compte que le coût du nombre de drones utilisés. Or, bien sûr, il n'y a pas que les drones. Il y a les lanceurs et toutes sortes d'autres équipements nécessaires pour maintenir cette offensive. Je dirais plusieurs milliards de dollars par mois. C'est l'arnaque parfaite parce qu'on lance ces dispositifs. Ils n'accomplissent peut-être pas grand-chose, mais l'argent continue d'affluer et on obtient des médias qui publient des récits sur leur énorme succès. Résultat, tout cela est maintenu, prolongé et ça continue. L'argent continue d'affluer dans cette direction. Donc, à certains égards, je pense que c'est le transfert de richesse le plus efficace jamais conçu depuis le début de toute cette période en Ukraine. Et rien ne laisse penser que cela va s'arrêter un jour. Je le dis simplement. Oui. Personne ne sait même où se trouvent ces installations. Non, même si les gens voulaient en parler, s'en plaindre, exprimer leur mécontentement face à tout ça, à cet argent gaspillé, ils ne sauraient même pas par où commencer. Les installations sont en Ukraine, ou elles sont dissimulées un peu partout en Ukraine. Il y a aussi certaines installations en Europe. On ne sait pas où elles se trouvent en Europe. Il faut les garder secrètes. Et puis il y a les installations aux États-Unis, ainsi que les composants venant de Chine, qui arrivent en Europe. Ils sont assemblés, puis transférés en Ukraine. Par où commencer? Exactement. C'est l'arnaque parfaite pour eux. C'est l'arnaque la plus efficace qui soit. Je dois dire que je pense simplement qu'il y a de grandes usines de drones. Pourquoi aurait-il besoin de grandes usines de drones alors que les composants viennent de Chine? Enfin, des usines d'assemblage. Des usines d'assemblage réparties dans toute l'Europe, aux États-Unis et au Canada. Il y en a probablement des centaines un peu partout. Des usines d'assemblage. Exactement. Mais vous voyez, vous n'avez pas besoin de travailleurs qualifiés. C'est ça le point. Donc vous n'avez pas besoin de très bien payer les gens. Vous pouvez probablement trouver toutes sortes de personnes à qui verser, vous savez, des salaires au minimum légal. Je veux dire, c'est extrêmement simple, très efficace, ça rend énormément de gens très très riches. Et oui, les Chinois resserrent les licences et les contrôles à l'exportation. Mais il y aura toujours suffisamment de composants de drones qui passeront entre les mailles du filet. Et ils ne coûtent pas très cher pour maintenir tout ça en marche. Comparé à, vous vous souvenez, l'idée du président Pavel d'acheter des obus sur le marché international de l'armement? C'était une manière extrêmement inefficace de dépenser l'argent des contribuables. Ça, du point de vue de ceux qui en profitent, c'est une manière extrêmement efficace de gagner de l'argent grâce aux contribuables occidentaux. Parce que les coûts sont élevés, les profits sont élevés, mais les frais généraux sont très faibles. Oui, le plan Pavel reposait sur le fait que l'Europe produise les munitions ou tente d'en acheter dans le monde entier. Et cela a fait monter les prix. Et les obus, ce sont des choses volumineuses, coûteuses et lourdes. Posant bon marché venant de Chine. Laissons les Chinois assurer toute la fabrication. Exactement. Oui, et nous achetons simplement les pièces. Elles sont très bon marché, puis nous les expédions à Rotterdam ou ailleurs, et nous les assemblons sur place. Et c'est tout. Et ensuite, l'Ukraine y colle un autocollant. Exactement. Le problème pour la Russie, c'est qu'elle continue d'autoriser l'acheminement d'armes vers l'Ukraine. C'est ça. Eh bien oui. Donc, ils ont désormais Odessa sous contrôle. Mais que peuvent-ils faire de plus? Ils peuvent aller plus loin. Mais qu'est-ce que Poutine fera de plus? Eh bien, ils resserrent le contrôle, comme je l'ai dit. Ils renforcent le contrôle des chemins de fer. Ils arrêtent les barges. Apparemment, elles ne fonctionnent pas.
Ces choses pourraient sans doute être envoyées par camion ou par des moyens de ce genre. Pour le moment, en tout cas, des attaques contre des cibles en Europe, enfin, évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Non, je ne parle pas des cibles en Europe. Je dis, comment Poutine empêche-t-il le transport du produit fini vers l'Ukraine? Eh bien, comme je l'ai dit, au final, le moyen le plus efficace de faire ça, c'est de détruire les voies ferrées, de neutraliser le réseau ferroviaire, les locomotives, ce qu'ils font systématiquement, les ponts et tout le reste. Donc on voit qu'ils resserrent progressivement leur contrôle sur les liaisons de transport vers l'Ukraine. Mais je soupçonne que ces équipements peuvent être transportés en Ukraine assez facilement. Vous savez, on parle de matériel relativement léger, probablement pas en quantité énorme. Exactement. Des entrepôts sont détruits, mais vous pouvez y avoir des milliers de drones. Cela dit, des milliers d'autres drones peuvent encore être fabriqués. C'est un processus industriel relativement simple. Vous vous souvenez que Poutine parlait de renforcer la défense aérienne russe. Cela est clairement en train de se produire. Et cela a manifestement un effet, comme on le voit avec cette attaque contre Novorossiysk. Et je ne pense pas non plus que cela coûte très cher, parce que la plupart des drones, enfin, ne sont pas abattus avec des missiles. Ils sont abattus avec des canons et des mitrailleuses de gros calibre. Il suffit de radars relativement simples pour les suivre. Les Russes s'organisent de mieux en mieux pour neutraliser ces drones. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de guerre aérienne simulée qui rapporte de l'argent à des gens en Occident et aussi à certaines personnes en Russie. Parce que bien sûr, les entreprises qui fabriquent les mitrailleuses gagnent probablement de l'argent. Mais cela ne change pas le cours de la guerre. Et la guerre elle-même, comme nous l'avons évoqué dans de nombreuses émissions, la situation de l'Ukraine ne cesse de se dégrader. Bref, d'accord. On va s'arrêter là pour cette vidéo. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique Duran, prenez quelques articles et retrouvez-nous aussi sur Substack. Tous ces liens sont dans la description, juste en dessous. Prenez soin de vous.